Cet après-midi, je vous raconte un château pas comme les autres, devenu le symbole de la monarchie et du pouvoir en France, dont on commémore le 400e anniversaire cette année. Alors, avant de tourner la page de 2023, place à la véritable histoire du château de Versailles. Que devait symboliser le château de Versailles pour le roi Soleil ? Qu'a été le sort du château durant la Révolution française ? Pourquoi le roi Louis-Philippe l'a-t-il transformé en musée ? Europe 15h, 16h, historiquement vôtre.1, le récit, Stéphane Bern. Il est 18h, ce 7 mai 1664, quand 600 courtisans assemblés dans les jardins du château de Versailles sont éblouis par l'arrivée de Louis XIV, 25 ans, casqué de plumes et des habits ornés de pierreries, juché sur un destrier harnaché d'or. Des officiers empanachés le précèdent, d'autres le suivent en un cortège, prélude à une semaine de festivités. Le char du dieu solaire Apollon leur succède pour présider à une cavalcade dans laquelle les nobles rivalisent de hardiesse. Avant que les conteurs et conteuses vantent par de délicieux alexandrins les vertus des reines, mères et épouses du brillant monarque, jusqu'à ce que vienne le moment de passer à table, en toute simplicité, cela va de soi. Les musiciens encadrent le roi et ses invités. Entre des palissades végétales, les danseurs défilent en une pastorale chorégraphiée autour d'allégories des 4 saisons, chacune représentée par des comédiens montés sur les animaux sortis de la ménagerie royale. Le printemps est à cheval quand l'été paraît sobrement à dos d'éléphant, l'automne sur un chameau et l'hiver, rien de moins que sur un ours. Des groupes figurant les signes du zodiaque suivent en farandole avant qu'une armée de serviteurs n'entre en scène, vasques de verre, d'argent ou de porcelaine sur la tête, d'où dégringolent les plus exquises victuailles. La nuit tombe doucement, la musique continue et 1000 lanternes éclairent les lieux alors que 200 valets masqués portent des flambeaux de cire, permettant à chacun de se délecter du repas au son des violons qui seulement tard dans la nuit se tairont. C'est une féerie. Et cela n'est que le début. La fête intitulée Les plaisirs de l'île enchantée reprendra le lendemain et restera dans les mémoires. Mais pour l'instant, le ballet des carrosses remplace celui des danseurs car la soirée se termine et tout ce petit monde doit rentrer dormir. Mais pourquoi diantre ne pas coucher au palais ? Eh bien parce que du château aux 2300 pièces et à la façade de presque 700 mètres que nous connaissons aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose alors. Pas de grande galerie des glaces avec vue sur les jardins qui n'accueillent pas encore une 50aine de bassins, pas de grand canal ni de grandes écuries, pas de kilomètres de parquet. Le roi, la reine, les princes du sang et leurs suites ont bien de quoi loger dans leurs appartements, mais pour les autres, rien. Les courtisans en sont pour leurs frais dans les quelques auberges du village tout proche quand ils ne doivent pas regagner leurs hôtels parisiens ou dormir dans leurs carrosses. Il faut dire que le château, dont la construction fut lancée par Louis XIII, le père de Louis XIV, voilà une 40aine d'années avant cette somptueuse soirée, n'a pas vraiment été conçu pour recevoir tant de monde. Bien au contraire. Lorsque celui qui deviendra Louis XIII découvre les parages de Versailles en 1607, il n'est qu'un enfant et s'imprègne avec son père Henri IV des bonnes manières de chasser le cerf ou le sanglier. Une fois roi, Louis XIII apprécie retourner vers ses forêts giboyeuses et prairies emplies de cailles et de renards. Il y entretient une garenne à lapins et décide donc de se faire bâtir un pavillon pour passer la nuit quand il n'a pas le temps après la chasse de rentrer au château de Saint-Germain-en-Laye, sa résidence principale. Le roi, en effet, n'affectionne guère Paris, ville qui lui rappelle certainement le temps où sa mère, Marie de Médicis, s'appliquait à le garder au Louvre pour mieux s'accaparer du pouvoir que la période de régence lui avait un temps octroyé. Une fâcheuse tendance qui a mené la reine-mère à une carrière de conspiratrice zélée contre laquelle son fils ne cesse de lutter. Versailles, et c'est heureux, est donc loin de Paris, mais pas trop non plus, environ 4 lieues, 20 kilomètres, suffisant pour s'y rendre en moins d'1 heure au galop. Le village consiste en des maisons assemblées autour de la petite église Saint-Julien et ne compte même pas 400 âmes, hameaux compris. Au nord, une butte accueille le moulin et une modeste maison que le meunier a depuis longtemps abandonnée. C'est là que le roi choisit de faire construire sa demeure en 1623.
Elle sera à son image, simple, sobre, presque austère. Le bâtiment achevé l'année suivante a même des allures médiévales avec ses douves aux angles saillants et son mur d'enceinte flanqué de tours. Un corps de logis d'environ 35 mètres de long à 2 étages est construit en grossier moellon de pierre enduit de crépi. 2 ailes enserrent la cour de terre. Les sols intérieurs sont en majorité couverts de carreaux d'argile cuite. Et si le roi s'autorise du parquet pour ses appartements, il ne s'agit que de planches de sapin. L'un des rares éléments luxueux est peut-être la ravissante tapisserie qui vient donner un peu de chaleur à sa chambre. Pour sa première nuit, le 9 mars 1624, les meubles manquent et Louis XIII fait carrément venir son lit de Paris. Puis en même temps qu'il fait détruire le moulin qui gâche encore sa vue vers l'ouest et s'accapare les terres alentours, il commence à véritablement apprécier les lieux, les agrémente et en profite de temps en temps avec quelques nobles amis compagnons de chasse que les hommes. S'il fait en effet visiter la demeure à son épouse et reine Anne d'Autriche en 1626, elle n'y passe même pas la nuit. Comme l'écrira plus tard son historiographe Charles Bernard, Louis XIII a voulu cette maison petite pour n'y admettre que peu de gens et n'être point troublé dans le repos qu'il cherchait, loin des importunités. En clair, Louis XIII veut être tranquille, loin de sa mère occupée à son palais de Luxembourg, loin de la cour, de la politique et des intrigues. Et il se plaît bien dans son agréable maison de Versailles, ainsi qu'il la nomme parfois. Le monarque envisage même des séjours de plus en plus longs, entre 2 campagnes guerrières, puisqu'il fait construire 2 terrains de jeu de paume et un aqueduc pour acheminer plus aisément l'eau dans ce coin marécageux. Aux alentours de 1630, Versailles devient l'un des 3 principaux lieux à l'ouest de Paris où rayonne Sa Majesté. Au château de Saint-Germain, les préciosités de la cour, à celui de Rueil, résidence de son ministre, le cardinal de Richelieu, les affaires politiques, en plus des passages obligés par Paris, et à Versailles donc, l'agrément. Sachant que le château n'est pas possession de la couronne, il est une propriété personnelle de Louis XIII. Mais quand bien même le lieu n'est pas censé être mêlé aux affaires de l'État, il va bien falloir y tenir conseil à l'occasion, accueillir si besoin quelques personnages importants ou profiter de courser le lapin pour se réconcilier avec Gaston d'Orléans, le frère cadet du roi, comploteur aussi assidu que leur mère. C'est pour cela que Louis XIII fait transformer son relais de chasse en une demeure plus à même de faire bonne figure. Selon les plans de l'architecte Philibert Leroy, le château émerge en 1634 et reprend globalement la forme de l'ancienne bâtisse. Il est un peu plus long, plus haut, plus large, la pierre de taille mêlée à la brique, le pur style que l'on nomme aujourd'hui justement le style Louis XIII, a remplacé le moellon et le crépi. D'élégants pavillons d'angle agrémentent le tout, en plus d'un portique à arcade en guise d'entrée. Les intérieurs sont bien plus soignés. Dehors, les fossés d'allure moyenâgeuse sont pavés et une terrasse en demi-lune les enjambe à l'ouest, vers les jardins qui s'étendent géométriquement en parterres et bosquets. On agence également quelques plans d'eau, aussi utiles au drainage qu'agréables à la vue. Certains notent le goût déjà presque dépassé pour l'époque, mais le château de Versailles, même sans grandiloquence, est désormais une résidence digne du rang et des besoins de son propriétaire. Louis XIII a d'ailleurs pris soin de racheter la seigneurie pour être parfaitement libre en son domaine, havre paisible hors des pesantes affres de la cour. L'exact opposé de ce qu'en fera bientôt son successeur. Louis XIII meurt le 14 mai 1643. Vive le roi donc, même si son successeur passe une bonne partie de sa jeunesse à contrer des soulèvements de la noblesse avant d'affirmer son autorité. Louis XIV règne en semi-nomade entre ses résidences d'Île-de-France au gré des besoins et des saisons. Du Louvre à Fontainebleau, de Vincennes où il faut construire un nouveau logis, à Saint-Germain qu'il a vu naître, il commence d'abord à apprécier Versailles pour quelques parties de chasse, puis semble jeter son dévolu sur cet endroit. Pourquoi ? Peut-être parce que tout y reste à faire. Pour charmer et assujettir la noblesse qui a jadis eu l'outrecuidance de se rebeller, Louis XIV va notamment passer par ce qu'il a théorisé comme un élément politique, la fête. Cette société de plaisir, écrira-t-il à l'intention du dauphin, par laquelle nous touchons les esprits et les cœurs, quelquefois plus fortement peut-être que par les récompenses et les bienfaits. En 1664, les plaisirs de l'île enchantée que je vous racontais au début de mon récit constituent la première des grandes fêtes qui rendront Versailles légendaire. Louis XIV a déjà fait agrémenter le château de son père de belles ferronneries sur tout le premier étage qui ajoute un certain cachet.
Il a fait percer des fenêtres et ouvertures dans la toiture pour aménager à l'intérieur de nouveaux appartements parés de riches décors et tableaux pour loger la reine et les membres de la famille royale qui s'agrandit. Là où son père venait se retirer, Louis XIV, lui, à l'inverse, vient se montrer. Dans les jardins organisés au cordeau par le célèbre Le Nôtre, les fêtes se succèdent au même rythme que les victoires militaires. La force du roi s'abat sur ses adversaires comme elle s'appuie sur ses nobles sujets amadoués par le vertige des réjouissances versaillaises. Mais on est à l'étroit dans ce qui est désormais le château préféré du roi. Il faut l'agrandir, oui, encore. Certains pensent que c'est pour honorer la mémoire de son père que Louis XIV veut conserver en partie la demeure originelle. D'autres assurent que c'est plutôt pour raisons financières. Quoi qu'il en soit, au lieu de détruire pour reconstruire, l'architecte Louis Levaux décide en 1669 d'accoler une bâtisse à l'ancienne. Il enveloppe en quelque sorte le château dans une majestueuse architecture. Côté cour, l'apparence reste semblable, mais côté jardin, la nouvelle façade est splendide, en pierre immaculée, sur 3 niveaux surmontés d'une balustrade. La surface intérieure du nouvel ensemble est 7 fois plus grande que celle du château dont Louis XIV a hérité. Les appartements du roi et de la reine sont reliés par une immense terrasse ouverte sur le jardin. Cette terrasse, un autre architecte, le fameux Jules Hardouin-Mansart, la couvre une 12aine d'années plus tard d'une grande salle époustouflante, celle que l'on nomme aujourd'hui la Galerie des Glaces. Car le roi, la cour et le gouvernement s'installent définitivement à Versailles à partir de 1682. Les ministres, les officiers, les princes, les princesses, les ducs, comtes ou marquis de toutes les contrées, en plus de la pléthorique domesticité qui les accompagne, vont donc loger dans ou au plus près du château, d'ailleurs en perpétuels travaux pour ajouter ailes et dépendances. Une ville se crée en miroir. On démolit la petite église Saint-Julien. Mansart fait construire la nouvelle église Notre-Dame. Les hôtels particuliers se multiplient dans ce qui est désormais un centre urbain aéré, aux larges avenues bordées d'arbres, soit l'inverse de Paris où les aménagements décidés par le roi n'ont pas gommé l'aspect de cité médiévale. Versailles est la quasi-capitale d'un royaume que Louis XIV a hissé au premier rang des nations européennes, et cela doit se voir. Au palais, la Grande Galerie est le lieu parfait pour mettre en scène Sa Majesté. Comme ce 1er septembre 1686, lorsque Louis XIV reçoit une délégation du Siam, l'actuel royaume de Thaïlande. Les ambassadeurs, coiffés d'exotiques chapeaux pointus, gravissent au son des trompes et tambours le grand escalier de marbre polychrome qui mène aux appartements royaux, puis progressent à travers l'enfilade de pièces sous les regards curieux de la cour endimanchée. On a opportunément disposé des vases et flambeaux d'argent massif dont la hauteur et l'opulence augmentent au fur et à mesure que les ambassadeurs avancent. Arrivés dans un salon d'angle, ils découvrent par une arcade l'immensité clinquante de la Galerie des Glaces. 1500 aristocrates sont assemblés sur ces gradins. Tout au bout, sur son trône d'argent, le roi est tout de soie, d'or, de rubis et de diamants vêtus. Tout étincelle. Ce genre de face constitue le paroxysme d'une vie de cour, régie par un décorum dont le roi est le centre autant que l'orchestrateur. Le lieu intime de retraite qu'était le Versailles de Louis XIII est maintenant le lieu public d'ostentation du pouvoir et de puissance, aux yeux des nobles comme aux yeux du monde, et il le sera pour longtemps. Quand Louis XIV meurt en 1715, le palais immense compte plus de 2000 pièces. Si Louis XV est pendant son enfance et la régence logé à Paris, il revient à Versailles pour sa majorité, car c'est bien là que tout ce qui concerne le roi, l'État et la politique se joue. Le nouveau monarque fera à son tour réaliser de nombreux aménagements, surtout intérieurs, qui modifient grandement le palais. Il y meurt, Louis XVI y est né, et Versailles demeure le cœur du pouvoir, et cela jusqu'à ce que la Révolution extirpe la monarchie du beau palais doré. Le temps a passé. Le matin du 6 octobre 1789, une foule en colère s'agite devant les grilles du château de Versailles, en majorité des femmes arrivées la veille de Paris, où la disette fait gronder le peuple en cette période politique troublée. Une petite délégation est accueillie par le roi en personne, qui promet des grains et du pain. Mais les esprits s'échauffent. Les émeutiers franchissent les portails, s'en prennent aux gardes, puis envahissent les salons. Le calme revient finalement et on demande à voir Louis XVI au balcon. Il y apparaît accompagné de Marie-Antoinette, le dauphin dans ses bras. La foule exige que son roi peu amène avec la nouvelle assemblée et son projet de constitution.
se rendent à Paris. Il s'agit symboliquement de le ramener là où vit le peuple, dans une ville globalement acquise à la cause révolutionnaire, qui n'a jamais cessé d'être le centre de nombreuses institutions d'Ancien Régime en train de disparaître et qui compte bien être au centre des nouvelles. Le roi accepte, un cortège quitte le château à 13 heures. Ni Louis XVI, ni Marie-Antoinette ne reverront jamais les ors de Versailles. Et la fin, vous la connaissez. La monarchie, l'Ancien Régime va sombrer. Le palais lui demeure. Mais qu'en faire ? Le château et moult dépendances sont rapidement vidés de leur mobilier. Versailles n'est plus ni un lieu de fête, ni un lieu de pouvoir. Des troupeaux broutent à l'occasion dans les bosquets et les parterres qui sont transformés en potagers par les habitants du coin. La ville qui abritait en 1789 pas loin de 70 000 habitants se vide elle aussi en partie, pendant que le château devient officiellement un musée en 1795. La Convention, le Directoire, puis les consuls et bientôt l'empereur restent à Paris. Napoléon songe à en faire un palais impérial, mais il n'en aura pas le temps. Les Bourbons reviennent au pouvoir et même s'ils hésitent à se réinstaller dans cet orgueilleux symbole de l'absolutisme royal, Louis XVIII et Charles X, qui y sont nés respectivement en 1755 et 1757, considèrent encore Versailles comme une résidence potentielle. Le château n'est plus un musée, mais quelques sous donnés aux personnes qui en ont les clés permet de discrètement le visiter. On déambule dans les vestiges de Versailles comme on découvrirait les ruines d'un monde disparu. Ainsi, l'homme de lettres américain Nathaniel H. Carter, par exemple, en voyage en France en 1826, s'émeut-il presque inquiet de cette vieille dame, à l'allure aussi poussiéreuse que les salles vides du palais qu'elle lui fait visiter, en égrenant les faits et gestes d'illustres personnes mortes depuis trop longtemps. L'histoire du château fait de Versailles un symbole total. Originellement manifestation de la puissance royale, il est devenu un élément fédérateur de la nation. Et c'est finalement un nouveau roi, Louis-Philippe d'Orléans, qui décide justement d'en faire un musée, réunissant sous les mêmes auspices et dorures l'histoire de la France d'Ancien Régime et de la Révolution. Le château est restauré et aménagé. L'empreinte laissée par la monarchie de Juillet est colossale puisque Louis-Philippe Ier fait construire dans l'aile dite du Midi, qui abritait de nombreux appartements princiers, la gigantesque galerie des batailles, désormais la plus vaste du château, ornée de peintures vantant les victoires militaires de Clovis jusqu'à Napoléon. Le musée dédié, selon la formule consacrée et inscrite au fronton du palais à toutes les gloires de la France, ouvre en 1837 pour symboliser la concorde nationale retrouvée. Le palais demeure aussi un lieu de prestige où Napoléon III ne lésinera pas à la dépense pour quelques grandes festivités. Mais c'est ironiquement l'ennemi d'alors de la France, la Prusse, qui va redonner une forte dimension politique à la Galerie des Glaces, essentiellement consacrée au batifolage du beau monde. Car Napoléon III se lance en 1870 dans une bataille qui cause sa perte. Les armées prussiennes sont en France, assiègent Paris, s'installent à Versailles et gagnent la guerre. Le chancelier von Bismarck est plus que ravi de finaliser le rapprochement avec les princes germaniques pour finalement créer l'Empire allemand. Et c'est dans la Galerie des Glaces que celui-ci est proclamé le 18 janvier 1871. Pourquoi là, me direz-vous ? Eh bien, pour marquer le coup, comme le faisait Louis XIV en son temps. Au son d'un tédéum devant un autel dressé pour l'occasion, le roi de Prusse devient Guillaume Ier, empereur allemand. Les princes et officiers exultent en hurrah, trop contents de ce pied de nez aux peintures du plafond représentant les victoires passées du roi Soleil sur l'Europe. La France est humiliée en son palais, amputée de l'Alsace et de la Lorraine et secouée par la quasi-guerre civile contre la Commune de Paris. Adolphe Thiers, qui a signé l'armistice, se base bientôt à Versailles pour lancer la sanglante reprise de la capitale aux mains des communards. La Chambre des députés de la nouvelle Troisième République s'installe d'abord dans l'Opéra du Palais, puis à partir de 1875, dans un hémicycle aménagé dans l'aile du Midi, pendant que le Sénat reste dans la salle de spectacle. Les deux assemblées reviennent finalement à Paris en 1879, mais Versailles reste le lieu de réunion du Parlement en congrès qui élira de nombreux présidents. Le palais a retrouvé une aura politique et la France ne boude pas son plaisir en 1919 de pouvoir humilier à son tour l'Allemagne. Après la boucherie de la Première Guerre mondiale, c'est en effet dans la Galerie des Glaces qu'est signé le célèbre et revanchard traité de Versailles. Et après, plus grand-chose.
Versailles est un palais-musée sans beaucoup de moyens, difficile à entretenir. Et clairement, il dépérit. Mais, attendez, l'histoire n'est pas terminée. Tout comme les fêtes ont lancé la gloire et la vie du palais, ce sont elles, d'une certaine manière, qui vont lui permettre de renaître. Si elles n'ont jamais totalement cessé au XIXe siècle, dans les années 1920, la bien nommée Société des fêtes versaillaises relance des événements. Bals, mascarades et spectacles permettent de donner vie aux salons et jardins. C'est à ces fêtes qu'assiste notamment John D. Rockefeller, richissime industriel et philanthrope américain qui s'entiche du patrimoine versaillais et plus généralement français. Il fait ainsi des dons astronomiques qui, avec d'autres, permettent au palais de retrouver une situation financière et de lancer de grandes campagnes de restauration. Puis le temps passe, une autre guerre aussi, et il se dit que dans les années 50, il pleut dans la Galerie des Glaces. Des conservateurs passionnés mobilisent l'opinion et l'administration pour que Versailles se relève et cela fonctionne, d'autant que le palais sert régulièrement d'écrin à de grandes rencontres diplomatiques et se doit d'en imposer. Au final, alors que nous célébrons cette année les 400 ans du château, Versailles est désormais à la fois un lieu de pouvoir, puisque c'est toujours dans l'hémicycle de l'aile du Midi que le Parlement se réunit en congrès, ou dans les salons et galeries que l'État organise sommets et événements diplomatiques. Le château est aussi un lieu de prestige, public et privé, un lieu d'apparat, de fête et de plaisir, entre les grandes eaux et les spectacles qui se jouent à l'opéra. Il est un musée regorgeant d'œuvres et un lieu patrimonial qui accueille près de 7 millions de visiteurs par an. Et il est toujours un peu, dans un sens, le lieu de retraite que son premier commanditaire avait souhaité, puisque la résidence dite de la Lanterne, construite sur le domaine près d'un bras du Grand Canal, est à notre époque utilisée pour le repos privé des présidents de la République après avoir été dédiée au Premier ministre. En somme, Versailles est aujourd'hui un lieu bien singulier, un peu comme il l'a toujours été. Boulanger. Ah, Noël, je vais enfin pouvoir remettre mes compiles de crooner à fond dans la maison. Ah oui, on a hâte. Tu viens de me donner une nouvelle idée cadeau là. Super. Avec Boulanger, vivez un Noël autrement. Produits connectés et prix magiques. Comme le casque JBL Live 460NC avec réduction de bruit active à 74,99€ au lieu de 129,99€. Et profitez du service satisfait ou remboursé jusqu'au 31 janvier. Boulanger, si bien ensemble. Jusqu'au 26 décembre, 7 centimes d'éco-participation. Conditions boulanger.com. Europe 1, historiquement vôtre. Laurent Salomé, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. On va reprendre avec vous de façon chronologique les grandes étapes de l'histoire du château de Versailles dont on fête donc cette année les 400 ans. Que reste-t-il au fond du pavillon de chasse édifié en 1623 à la demande du roi Louis XIII ? Alors, il ne reste rien vraiment de matériel de ce château, si ce n'est quelques vestiges qu'on retrouve d'ailleurs encore progressivement. On en a découvert un en restaurant l'antichambre de l'Œil de Bœuf tout récemment, une poutre peinte qui vraiment fait partie de l'ancien décor du château de Louis XIII. On en connaissait déjà une partie dans l'appartement du capitaine des gardes, qui est aussi juste à côté de la cour de marbre. Mais en dehors de ces vestiges, il n'y a plus rien. Mais ce qui est le plus émouvant, c'est que Louis XIV a donc constamment recréé cette cour de marbre, qui est un peu le visage d'origine du château. Ce qu'on voit aujourd'hui date de Louis XIV, a été d'ailleurs modifié ensuite très régulièrement, mais on a gardé l'esprit, le style. Souvent dans un château qui a vécu pendant des siècles, on conserve une partie ancienne par respect pour ses ancêtres. Mais là, on ne l'a pas seulement conservé, on l'a recréé en permanence. Donc en fait, ce qui reste de Louis XIII, c'est surtout cette apparence de survivance de la cour de marbre. Laurent Salomé, Louis XIV, qui règne de 1643 à 1715, est le monarque qui va le plus transformer le château de Versailles et surtout en faire un lieu de pouvoir. Pourquoi le pouvoir politique ne réside-t-il pas à Paris sous son règne ? Alors cette distance entre Versailles et Paris, c'est vraiment essentiel. D'ailleurs, vous l'avez rappelé, la première chose que le peuple demandera à Louis VII, c'est de revenir à Paris. Donc le geste premier, c'est de s'éloigner de Paris. Alors avec sans doute deux raisons. D'abord, Louis XIV, effectivement, n'aimait pas Paris. Il y avait des mauvais souvenirs, la fronde, tous les dangers omniprésents. Et puis aussi, du côté plus positif, il aimait la campagne, il aimait Versailles, il aimait ce site, il était à sa mesure, il y avait une atmosphère de liberté, de nature. Et je crois que ce choix de Versailles, c'est d'abord le choix de partir à la campagne et d'en faire sa résidence principale. Il y a un peu un phénomène après la Fronde, comme
comme on l'a connu après la pandémie de Covid. On a envie de créer une autre vie ailleurs, sur un territoire vierge. Double objectif pour le roi, c'est que la Fronde lui avait laissé des mauvais souvenirs de Paris, mais aussi de sa noblesse rebelle. Est-ce que c'est pour ça que le château de Versailles devient le symbole de la monarchie absolue du roi Soleil c'est cela que doit symboliser. Il veut domestiquer sa noblesse finalement, et puis en imposer au monde. C'est un peu tout ça que symbolise le château de Versailles. Alors, il y a certainement tout ce système de mise au pas de la noblesse, puisque ça devient très compliqué pour cette aristocratie d'être à la cour. Ça coûte très cher, on est réduit à un rang plus ou moins de valet, et on quitte ces grands domaines de province pour vivre quelquefois dans une soupente, ou même au grand commun pour certains. Donc, il y a ce système de pouvoir, et puis la représentation, le faste. Mais je suis persuadé que Versailles est aussi autre chose pour Louis XIV, et c'est peut-être ça qui le rend si fort aujourd'hui et qui attire des visiteurs du monde entier, c'est qu'il y a cette idée d'une mise en ordre, mise en scène de la nature et du cosmos, et d'une méditation sur le rôle de l'homme dans l'univers, avec le roi bien sûr au milieu. Mais c'est avant tout un grand projet poétique. Je crois que le roi n'a pas arrêté de méditer, entouré de tous ces artistes et intellectuels qui ont créé Versailles, sur cette idée d'un monde idéal qu'il allait fabriquer lui-même. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi, que, d'une certaine manière, parce que les gens voient toujours dans Versailles le symbole de la monarchie absolue, mais c'est plutôt une sorte de vitrine de tout ce que la France avait réuni de plus grands génies dans son temps. C'est une dimension très importante, la démonstration du génie artistique français et européen, et d'ailleurs du monde entier, puisqu'on aime aussi montrer des choses très exotiques à Versailles. Il y a aussi cette importance de la collection du roi. L'art a une place centrale. C'est pour ça que je crois que c'est important de relativiser cette idée d'un palais de la monarchie absolue écrasante, qui n'est là que pour impressionner. Si ça n'était que ça, peut-être que Versailles n'existerait plus aujourd'hui, qu'on l'aurait rasé. Au fond, on voit bien que c'est autre chose. Toutes les grandes innovations, les créations théâtrales, musicales, et puis tous les meilleurs artistes ont été convoqués dans ce projet de Versailles. Et c'est peut-être ça le plus important. Louis XV, l'arrière-petit-fils de Louis XIV, qui règne entre 1715 et 1774, est le seul roi de France qui soit né et mort à Versailles. Comment, sous son règne, Versailles se transforme-t-il encore? Il s'est adapté au mode de vie. Je crois même que c'est à Versailles qu'il y a eu la première salle de bain, non? Ou en tout cas la première chasse d'eau aussi. Ah oui, parce Louis qu'on dit toujours qu'il n'y a pas de toilette à Versailles, c'est faux. C'est faux. Mais très souvent, il fallait s'en passer. Tout le monde n'avait Oui. pas accès à Tout une le salle monde. de bain ou Voilà, à des c'est ça. toilettes. C'est que tout le monde n'y avait pas accès. C'est plutôt Quelquefois, ça. on cherchait plutôt les rideaux. Mais effectivement, Louis XV a beaucoup respecté le palais de son aïeul, et il l'a beaucoup transformé à l'intérieur, mais il n'a pas démoli de partie du palais pour les reconstruire. La seule grande modification, c'est l'Opéra Royal qui a été inauguré à la fin de son règne pour le mariage du dauphin futur Louis XVI. Et puis il y a la construction du Petit Trianon. Mais le règne de Louis XV, qui pourtant a un architecte de génie lui aussi, avec Gabriel, n'a pas été celui d'un bâtisseur, mais plutôt on pourrait dire presque d'un décorateur, plus exactement quelqu'un qui réinvente la façon de vivre à la cour, avec tous ces petits appartements, ces théâtres, ces salles à manger, tous ces endroits incroyables autour de la cour des Cerfs. C'est presque une favela qui grimpe d'étage en étage. Enfin, il y a une recherche de petits lieux pour diversifier les moments de l'existence, s'adonner à ces passe-temps et puis à ces histoires d'amour aussi. On a le sentiment qu'il y a une sorte d'embourgeoisement au fil du temps. C'est-à-dire que derrière les grands appartements d'apparat, on crée des petits corridors, des petits appartements, ce que va renforcer Louis XVI et Marie-Antoinette ensuite. C'est vrai, quand on fait visiter les petits appartements derrière le mur qui les sépare des appartements de parade, on a souvent cette formule d'une apparence bourgeoise. On est plus dans un hôtel particulier parisien. La décoration est plus à la mode, c'est plus intime, souvent plus luxueux, enfin dans un autre ordre de luxe. Mais c'est un peu plus pour vivre comme tout le monde. De toute façon, le 18e est un moment où le roi descend un petit peu quand même de son Olympe et se rapproche de son peuple. À cet égard, j'invite nos auditeurs à aller visiter les appartements restaurés, les petits appartements intérieurs de la reine Marie-Antoinette. C'est un pur joyau, c'est absolument magnifique. Laurent Salomé, le 6 octobre 1789 est une date évidemment qui marque la fin d'une véritable histoire au château de Versailles, puisque Louis XVI et sa famille quittent le château et ne le reverront plus jamais. Dans les semaines, les mois qui suivent, qui occupe alors les murs? Qu'est-ce qu'on fait du mobilier? Que deviennent les carrosses, les trônes,
euh, beaucoup de choses sont vendues à l'étranger. Oui, alors pas tout de suite. Au début, on ne sait pas ce qui va se passer, bien sûr. Donc pendant les premiers temps, d'ailleurs, Louis XVI donne des ordres depuis Paris sur des travaux à faire à Versailles, sur le Grand Canal, la Galerie des Glaces. On profite de ce moment finalement pour faire des travaux. Et puis évidemment, quand son sort est scellé et que le palais devient un établissement national, là, on se préoccupe de sa survie et de ce qu'on veut en faire. Et très vite émerge cette idée de musée. On oublie souvent que ce muséum central de Versailles, il est presque contemporain de celui du Louvre. Il y a même eu cette idée de spécialiser Versailles dans l'école française et le Louvre dans les écoles étrangères. Ça a été assez vite abandonné, mais la création finalement d'un musée spécial de l'école française à Versailles a laissé des traces, puisqu'on a toujours dans les collections le souvenir de cette spécialité, avec tous ces portraits d'académiciens, par exemple, et beaucoup de chefs-d'œuvre de l'école française. Donc l'identité musée, en fait, elle vient assez vite, mais on recrée un musée, puisque le mobilier, lui, va être vendu pendant les fameuses ventes révolutionnaires. Est-ce que vous avez le sentiment que les révolutionnaires ont, comment dire, profané Versailles ou qu'au contraire, ils l'ont protégé et préservé? Bon, je crois que c'est les deux à la fois, bien sûr. Profané, on a bûché beaucoup de décors, tout ce qui pouvait subsister comme fleur de lys ou comme symbole trop royal a disparu, et les symboles les plus évidents comme les lits, les trônes, les carrosses ont été brûlés. Donc il y a une forme de profanation. Mais très vite, l'idée de conserver ce patrimoine s'est fait jour. Alors pas du tout comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'acharne à faire revenir le mobilier de Versailles. À l'époque, ce n'était pas ça l'important. Ça, c'était vendu pour apporter un peu de financement à la République. Le musée, c'était autre chose. C'était le palais lui-même et ses décors et des œuvres d'art à l'intérieur. Il ne faut d'ailleurs pas oublier qu'à Versailles, on avait des collections extraordinaires de peintures. Ce qu'on voit aujourd'hui ne le reflète pas vraiment. On a beaucoup de portraits des occupants de Versailles. On n'a plus du tout les sublimes tableaux italiens qui ornaient le palais sous Louis XIV et jusqu'à la Révolution d'ailleurs. Alors, celui qui va vraiment transformer le palais de Versailles en musée, c'est Louis-Philippe, le roi des Français, en 1837. Il lui enlève finalement sa qualité de résidence royale. Son ambition, c'était quoi? De réconcilier les Français, de marquer son temps, de se réconcilier avec l'Ancien Régime. Dans le même temps, il fait revenir les cendres de Napoléon. Donc, Louis-Philippe était un personnage assez génial. Je crois qu'on n'a pas fini de le réhabiliter ou de l'explorer. Et ce qu'il a fait à Versailles est très habile, puisqu'il a officiellement créé un musée ouvert au public, donc une institution nationale. Mais en réalité, c'est le seul qui ait réussi à recréer un palais royal à sa gloire, puisque si on observe tout le décor du palais, maintenant le chiffre LP est partout. Et puis le parcours historique se termine dans la salle de 1830 avec les œuvres de Louis-Philippe lui-même. Ça se poursuit avec les salles d'Afrique, la colonisation de l'Afrique du Nord, où ses fils ont été très engagés. Donc finalement, Louis-Philippe a régné d'une certaine façon à Versailles, tout en faisant un musée. C'est d'une ambiguïté typique de la famille d'Orléans et d'une forme de génie qui crée encore cette identité aujourd'hui. D'ailleurs, le palais était aussi en partie remeublé par Louis-Philippe. Les grands appartements faisaient partie du musée. Donc la double identité, elle date de cette époque. et puis, il y a cet aspect qu'on connaît moins, mais c'est l'aspect de la République qui s'installe, j'allais dire, dans les habits de la monarchie, puisque le Congrès, il y a la Chambre des députés d'abord jusqu'en 1879, et puis le Congrès se tient toujours à Versailles. C'est le seul endroit où on peut réunir sénateurs et députés ensemble. Oui, on a ce grand hémicycle qui a été construit dans une durée record de 6 mois. À l'époque, on savait gérer l'urgence. Mais ce qui est fascinant, alors ça, ce serait une histoire très complexe, la jeunesse de la Troisième République, avec les perspectives de rétablissement de la monarchie, etc. La distance de Paris, là encore, Versailles représente une autre forme de gouvernement. Et la République a tenu absolument à prendre possession de ce palais, et beaucoup de grands événements, les élections de président de la République, les réceptions de chefs d'État étrangers, en même temps qu'une vie de musée, et que progressivement, une restitution de l'atmosphère de la cour sous l'impulsion de Pierre de Nolhac, le conservateur de l'époque, qui a beaucoup œuvré pour faire ressusciter Marie-Antoinette et les autres dans ce château. Pour marquer les 400 ans du château, vous avez inauguré cette année la nouvelle galerie de l'histoire du château. C'était utile, c'était nécessaire, les gens s'y perdaient un peu. Alors je crois que c'est très important d'avoir quelques clés avant de commencer la visite, puisque Versailles, comme on est en train de le raconter, est une chose ultra compliquée,
avec des strates qui, quelquefois, sont mêlées. Dans une même pièce, vous avez un vase posé par Louis XVI sur une commode qui, elle, date du début du règne de Louis XV. Vous passez directement de la salle des gardes de la reine à la salle du sacre de Napoléon. Donc, tout ça est complexe. Alors, il ne s'agit pas de donner une leçon d'histoire assommante dès l'entrée, mais avec cette nouvelle galerie, d'utiliser au maximum les vestiges matériels, qui sont souvent des chefs-d'œuvre, de sculpture, de peinture, et qui racontent cette métamorphose perpétuelle du château, les premières ambitions de Louis XIV, bien avant d'installer la cour, les transformations de Louis XV, le règne de Louis XVI, les petits appartements de Marie-Antoinette, le musée de Louis-Philippe, tout ça en une enfilade de 11 salles de l'aile du Nord qu'on a voulu faire très agréable, très sensible, mais qui, je crois, aide à affronter ce qu'on va trouver ensuite. Alors, pour terminer, Versailles est toujours le deuxième lieu culturel le plus visité en France, avec, il a atteint pratiquement 10 millions. Aujourd'hui, on est à 7 millions de visiteurs depuis la Covid. Qu'est-ce qu'il symbolise à l'international ? C'est une question un peu étrange, c'est qu'il y a énormément de visiteurs étrangers, et pour autant, les Parisiens sont peut-être les moins nombreux à visiter le château de Versailles. Le pouvoir d'attraction de ce château, c'est vraiment sa magie, sa poésie, sa grandeur. C'est pas simplement visiter le château de l'absolutisme. Et c'est pour ça que tout le monde le comprend. En réalité, on fait beaucoup d'efforts pédagogiques, mais un visiteur coréen, bolivien, tout de suite, en traversant ce château, ressent une forme d'harmonie et de quête d'idéal. Il regarde vers l'ouest, le soleil qui se couche dans le Grand Canal, il comprend déjà quelque chose d'emblée. Et puis on peut dire aussi qu'au château de Versailles, on y organise de fabuleuses expositions où on voit de véritables chefs-d'œuvre. C'est le cas en ce moment. Le château consacre en ce moment et jusqu'au 17 mars 2024 une grande rétrospective dédiée au peintre Horace Vernet, le célèbre Horace Vernet. Il a immortalisé Louis-Philippe et ses fils sortant du château de Versailles. De Versailles, oui. Mais son père était déjà un grand peintre Et aussi. son grand-père, c'est une dynastie de peintres. Mais bien sûr, tous les grands ports de France ont été peints par son grand-père. Merci beaucoup, Laurent Salomé, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire du château de Versailles, à qui on a pu fêter un joyeux anniversaire, 400 ans d'histoire dont chacun peut profiter en le visitant. Merci beaucoup. Merci. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.